Alors, échauffement. Une situation comme ça. Alors là, je vais me remettre en plein écran. Hop. Aperçu plein écran. Donc, si je synthétise, là j'ai R2, là j'ai R2, et donc si je fais mes vecteurs là, comme ça, si je ne veux pas que mon application soit surjective, il faut que mon ensemble d'arrivées, hop, donc là par exemple j'ai ça, si je ne veux pas que mon application soit surjective, il faut que mon ensemble d'arrivées ne contienne pas tous les vecteurs. Donc là, lui, il n'a pas d'antécédent. OK. Si je veux que mon application ne soit pas injective, il faut que il faut qu'il y ait des éléments de l'ensemble d'arrivées qui admettent plusieurs antécédents. Lui, par exemple, je vois qu'il a 2 antécédents, donc ça prouve que mon application n'est pas injective. Lui aussi. Alors il se trouve que, et ça on l'avait vu en classe, c'est que si 0, il a plusieurs antécédents, il suffit de regarder les antécédents de 0. Si 0 a plusieurs antécédents, bon bah c'est bon. Là j'ai quart de phi 1. Je regarde, si j'ai quart de phi 1 qui est différent du singleton 0, il y a 0 qui est dedans, mais si j'ai quart de phi 1 qui est différent du singleton 0, ça suffit pour dire que l'application elle n'est pas injective. Et inversement, et c'est ce qui fait la spécificité des applications linéaires, si quart de phi 1 est égal à 0, et si je regarde uniquement le nombre d'antécédents de 0 et je m'aperçois qu'il n'y en a qu'un seul, inutile de regarder les antécédents des autres, ils en auront tous un ou aucun. Donc en fait, voilà, ici j'ai quart de phi 1, et là j'ai l'image de phi 1. Bon, donc là on est dans la situation ni injective ni surjective. Alors maintenant, intéressons-nous à cette application-là. Cette application phi 1, et on se pose la question, est-elle ou non injective? Est-elle ou non surjective? Ok. euh, Donc là, je vous laisse faire le calcul. Peut-être certains d'entre vous ont déjà répondu à la question. Et du coup, question un petit peu plus difficile encore que. Qu'est-ce que je pourrais donner comme autre. Tiens, question. Si j'ai phi 1 et phi 2 injectives, est-ce que phi 1 plus phi 2 est injective? Ça rappellera un exo de colle que j'ai donné à Thomas hier. Ah bah je sais pas, je comprends pas. Ah, ou alors on parle de la même chose, mais tu ne l'as pas exprimé comme il aurait peut-être fallu. Bah, couple XY, c'est celui qui va être solution de ça. XY égale AB. Oui bon en gros c'était ça mais ouais j'ai pas... Hein. Donc du coup, on va résoudre ce système-là. On va résoudre le système où, au lieu d'avoir ça, là, qu'est-ce que je change ici? Mais elle est 0. Ouais, c'est ça, je change les zéros. Donc ici, donc là, on met maintenant AB. Là, je mets AB. Et après, on résout. Et on montre qu'il y a toujours une solution. Alors, on refait la même chose qu'a fait Nolwenn. Et puis, on va obtenir un truc comme ça. On va obtenir un truc du genre 1, 0, 0, 1. Et puis, un truc ici et un truc là. Bon. Et donc, du coup, on va pouvoir dire que x est égal à lui. Et y, c'est égal à lui. Donc là, on en déduit que phi 1 est surjective. En revenant à la définition.
Donc, je vous laisse prendre connaissance de l'application 32. Donc là, on a une suite. Hn est égal à ça. K égale 1 n des 1 sur K. Bon, alors, cette suite, alors c'est une suite à l'intérieur, en fait, on a affaire à une somme, hein. Si vous regardez bien, si je prends pour k égale 1, ça fait 1 sur 1. Pour k égale 2, ça fait 1 sur 2. K égale 3, 1 sur 3. Plus, et je vais jusqu'à égale n, 1 sur n. Alors, sondage. Quelle est la limite de Hn? Je vous pose la question. Ah mince. Alors, la réponse est dans l'énoncé, vous ne regardez pas la réponse. Quelle est la limite de Hn lorsque n tend vers plus l'infini? Quelle est la limite de Hn lorsque n tend vers plus l'infini? C'est-à-dire qu'en fait, si je fais 1, 1 sur 1, c'est 1, plus 1 demi, plus 1 tiers, plus 1 quart, plus 1 sur 1000, 1 sur 1001, 1 sur 1 milliard, et on s'arrête jamais. Ça va donner quoi à la fin? C'est ça la question. Chercher la limite de Hn, ça revient à se demander ça. Alors, je regarde sur mon tel vos propositions. Ah ouais, vous êtes trop fort. Alors quand même, ouais, ça donne plus l'infini, bah ouais. Alors, avouez quand même que c'est plutôt contre-intuitif. Parce que regardez, ça, on en avait déjà parlé en classe. On en avait déjà parlé en classe. Alors cet exercice-là qu'on va faire ensemble, je vous demande de le faire soigneusement. Parce qu'il se trouve que l'année prochaine, en deuxième année, ça va être une référence. Ça s'appelle la série harmonique. Bon. Alors, c'est plutôt assez intuitif que ça tende vers plus infini. Que si vous regardez bien, si on essaye de se représenter les choses, concrètement, c'est comme si j'empilais les unes sur les autres des crêpes. Alors là, j'ai une première crêpe qui fait une épaisseur de 1 cm. Je rajoute une deuxième crêpe, une épaisseur 1,5 cm. Donc ça c'est. Voilà. Après, je rajoute une troisième crêpe d'une épaisseur 1 tiers. Là, je ne peux plus mettre les doubles flèches là. Et après, je rajoute un quart. Et après, je rajoute un cinquième. Et après, je rajoute un sixième. Et après, et là, vous sentez que mon empilement de crêpes, souvent quand on fait des crêpes, la première est toujours ratée. Bon, mon empilement de crêpes, ben, il va. Je rajoute des crêpes de plus en plus fines. Et des crêpes dont la finesse va tendre vers 0 finalement. Et ce que dit le résultat de cette application, il nous dit que mon tas de crêpes, si je rajoute une infinité de crêpes, de plus en plus fines, infiniment petites, eh bien mon tas de crêpes, il va tendre vers plus infini. C'est-à-dire que je rajoute, et je serai capable de dépasser n'importe quoi. À un moment, je vais dépasser les nuages, je vais dépasser n'importe quoi. Et c'est plutôt surprenant parce que quand on pose la question, les gens en général, ils disent bah, ça finit par se stabiliser, ça ne va pas dépasser 10, ça ne va pas dépasser 20 cm. Ça dépasse n'importe quelle hauteur. Et donc, cette chose-là, on va le démontrer mathématiquement. Alors, on va montrer que Hn tend vers plus l'infini. Et pour ça, on va dans un premier temps montrer qu'elle est croissante. Et dans un deuxième temps,
on va montrer que envisager que ça tend vers une limite finie, ça va pas être possible. Du coup, Hn plus 1 moins Hn est égal. Je vais l'écrire de deux manières différentes. Et je terminerai par la tienne, qui est la meilleure des deux manières. Hn plus 1, il me suffit de dire c'est 1 sur 1 plus 1 demi plus jusqu'à n plus 1. Alors juste avant n plus 1, c'est n1. Donc là, j'ai représenté entre parenthèses Hn plus 1 et je soustrais 1 sur 1, la même chose, mais jusqu'à n. Et là, je procède par télescopage. Lui, il se tue avec lui. Lui, il se tue avec le suivant. Ils se tuent tous. Et le seul rescapé, ça va être 1 sur n plus 1. Donc je dis que c'est égal à 1 sur n plus 1. Alors maintenant, présentation à la Kilian. La somme de k allant de 1, n plus 1 des 1 sur k, moins la somme de k allant de 1 à n des 1 sur k. Donc là, je désolidarise de mon sigma le k n plus 1 et j'obtiens 1 sur n plus 1 plus ce qu'il y avait juste en dessous, donc la somme jusqu'à n des 1 sur k, moins la somme jusqu'à n des 1 sur k. Et là, ce qu'on avait télescopé au-dessus, ça se résume en ce télescopage global. Donc là, je télescope d'une seule traite. Et donc finalement, Kilian, je te redonne la parole. Qu'est-ce qu'on peut conclure? On conclut que 1 sur n plus 1 est positif car n est un entier naturel, donc il ne peut pas être négatif. Alors, de ce cas, petit raccourci, égale 1 sur n plus 1 est positif. On en déduit que la suite Hn est elle est croissante. croissante. Ouais. Est-ce que vous entendez mes enfants en train de gueuler? Non. Ils font des cons à côté là. Non. D'accord, ok. Bon, il n'y a que moi qui saoule. Eh les saucisses là, vous pouvez arrêter de brailler? Eh, Oh, laisse. sinon je vous défonce. Faire relais. Tu parles, ils s'en foutent. Je leur dis sinon je vous défonce, ils continuent à déconner. Bon alors, la question d'après c'est... mince, j'ai paumé l'énoncé où? Ah, merde. Tiens. Bon alors, si on fait H2N moins HN, il faut montrer que c'est plus grand qu'un demi. Bon, on va pas se fouler, hein. On va calculer ce que c'est. On va calculer ce que c'est. Donc ça fait... alors, H2N, c'est 1 sur 1, plus 1 demi, plus 1 sur 2N, moins la même chose, 1 sur N. Et là, là c'est pareil, on va faire le télescopage. Hein. Donc lui, il se tue avec lui il se tue avec lui. Donc il se tue tout jusqu'à 1 sur N. Alors là, j'ai quelque part ici, j'ai 1 sur N. Donc ils vont tous se tuer jusqu'à ici. Donc finalement, les rescapés, c'est eux. Bon. Alors eux, c'est qui? C'est... alors après, c'est N plus 1. 1 sur N plus 1. Plus 1 sur 2N. Ok? Je vous montre à la Kilian
comme on aurait pu présenter les choses, H2n moins Hn. Donc, je dis que c'est K allant de 1 à 2n ou 1 sur K moins cette somme-là. Et là, cette somme-là, ce que je peux faire, c'est la décomposer en deux sommes. Une somme pour K allant de 1 à n et une somme, donc la somme pour K allant de 1 à n, et une somme pour K allant de n plus 1 2n. Donc je peux dire que c'est ça. Bon, alors après, la deuxième étape, c'est de montrer que ce machin-là, c'est plus grand qu'un demi. C'est de montrer que ce machin-là, c'est plus grand qu'un demi. Et il y a une indication qui est donnée. Il faut minorer chaque terme par le plus petit d'entre eux. Alors c'est bizarre parce que là, c'est n plus quelque chose, et là, c'est 2n. Bon, mais si on regarde bien, 2n, c'est pareil que n plus quoi? Au lieu d'écrire 2n, ouais, c'est ça, j'écris n plus n. Donc vous voyez, j'ai combien de termes là? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'en ai n. N termes. Alors, je lis l'indication. Moi, mon objectif, c'est de montrer que c'est plus grand qu'un demi. Et on n'a vraiment aucune raison de... Enfin, a priori, comme ça, c'est pas du tout intuitif que c'est plus grand qu'un demi. Alors, les plus doués d'entre vous savent pourquoi c'est plus grand qu'un demi. Mais moi, perso, quand je vois ça, ça crève pas les yeux. Hein. Alors, comment, de là, je peux arriver à ça? Nathan, c'est lequel le plus petit? C'est 1 sur 2n. Bah oui, c'est 1 sur 2n, 1 sur n plus n. T'as raison. Tu peux m'expliquer pourquoi? Est-ce que quelqu'un a un argument mathématique qui me permet d'expliquer pourquoi celui-là est plus petit que tout? Moi, j'ai une idée. Ouais, vas-y. C'est parce que on sait que la fonction inverse, elle est décroissante. Et là, c'est il est très loin, donc ça va être dans les plus bas, non? Je pense que c'est Ouais, c'est ça. Donc on fait effectivement jouer. Alors regarde. Donc, quel que soit K appartenant à un n. Alors là, je vous donne la n plus K. Il est toujours plus petit que n plus n. Vu que j'ai K qui est compris entre 1 et n. Vous êtes d'accord que, regardez, si K est compris entre 1 et n, K il est plus petit que n. Donc si je rajoute n à gauche et à droite, n plus K, il est plus petit que n plus n. Maintenant, puisque j'ai affaire à un ensemble qui est positif, par passage à l'inverse, le plus petit devient le plus grand. Donc j'ai 1 sur n plus n qui se retrouve plus petit que 1 sur n plus K. Et 1 sur n plus K, ben là j'ai K égale 1, K égale 2, K égale 3, jusqu'à K égale n. Donc ça, c'est que des éléments du type 1 sur n plus K. Donc je peux du coup expliquer pourquoi, quel que soit K, 1 sur n plus K est plus petit que 1 sur n plus n. Alors, maintenant que cet ensemble, cet élément, il est entouré, ce que je peux me permettre de dire, c'est que lui, il est plus petit que 1 sur n plus n. Alors, Nathan, il a directement dit que c'était 1 sur 2n. Il a raison, 1 sur 2n. Lui, il est plus petit que 1 sur 2n. Ils sont tous plus petits que 1 sur 2n. Même le dernier, il est plus petit, il est inférieur ou égal à 1 sur 2n. Ça, il est plus grand que lui,